pour cette troisième table ronde. Donc, on a la chance de recevoir David Harvey, qui est géographe, anthropologue, et aussi depuis maintenant, je crois, près de 50 ans, un lecteur et un commentateur assidu de Karl Marx, qui a continué à lire Marx quand plus personne ne voulait le lire, ou en tout cas quand beaucoup pensaient que ce n'était plus nécessaire de le lire. Et je crois qu'il a joué un rôle important dans la redécouverte, ou en tout cas dans la survie et de cette pensée. Je ne vais pas citer tous ces livres, mais le dernier notamment, qui est publié chez Verso, je crois, qui s'appelle Marx, Capital and Madness of Economic Reason. Un livre qui notamment traite de cette question de la nature profonde du capitalisme. Et puis pour en discuter, nous avons aussi Aurélie Trouvé, donc, qui est porte-parole d'Attaque et économiste. Je crois que tu veux bien qu'on t'appelle économiste ? Ouais, ça va. Bon, voilà. Et donc, on va essayer un petit peu de poursuivre la discussion qui a été commencée par les deux premières tables rondes. Et donc, pour commencer, je vais reprendre un petit peu plusieurs thèmes qui ont été évoqués jusqu'ici, et notamment le lien donc entre les deux urgences qui font l'objet de nos discussions ce soir, l'urgence d'abord écologique et climatique, et puis l'urgence sociale, donc qui ont été les deux urgences des deux grands mouvements qui ont touché la France ces derniers temps, mais qui sont présents dans le monde entier. Et David Harvey, je crois que vous avez quand même dans votre lecture de Marx un élément d'explication intéressant sur ces deux urgences, qui est effectivement ce besoin d'infini du mouvement du capital, ce que vous appelez la mauvaise, alors en français je ne sais pas comment c'est, bad infinity, la mauvaise infinité, mauvaise infinie du capital, ce besoin de toujours faire de la croissance, de toujours faire circuler le capital, qui aujourd'hui est encore plus renforcé évidemment par le système monétaire, le développement à un niveau jamais vu jusqu'ici du fétichisme monétaire. Et c'est un des éléments qui, aujourd'hui, peut expliquer ce qu'on évoquait, ce que Geneviève Hazan évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette façon qu'a le capital de croire qu'il est au-delà de toutes les limites, qu'il pourrait dominer la nature, qu'il pourrait dominer jusqu'à cette crise écologique qui le menace, qui menace le monde. Pardon. Yeah, in the first instance, I don't Oui. entirely share. Alors, je ne partage pas tout à fait le point de vue négatif du capitalisme. Je crois que c'est une question tout à fait complexe, à savoir qu'a fait le capital. Évidemment, des choses horribles, nous le savons tous, mais cela nous a aussi donné quelques éléments positifs. Sans le capital et la science, je serais mort en 1966. Moi, je suis là grâce à notre capacité à prolonger la vie. Et je ne crois pas que nous pouvons dire que la transformation qui a eu lieu dans le monde en termes d'espérance de vie est complètement négative. La grande question pour nous est plutôt de savoir comment ces technologies sont utilisées. Et là se pose la question de la domination des classes. D'où vient-elle ? Aussi, autre question, comment le capital lui-même est empli de contradictions. Dans mon propre travail, j'écris beaucoup sur le capital. Et je suis Marx. Et d'ailleurs, je crois que Marx n'a jamais utilisé le mot capitalisme, donc je n'en parle pas non plus. Il a parlé de la théorie du capital. Et je crois que la théorie du capital qu'il nous a offert nous offre des indices essentiels.
y compris des éléments dans le texte et que les économistes, en particulier marxistes, semblent avoir manqué. Par exemple, il y a un chapitre sur le taux descendant de profit et il s'avère que Marx avait un point de vue beaucoup plus complexe qui remonte au premier volume dans lequel il parle de ce taux descendant et de la masse ascendance. Et nous avons eu nombre de discussions sur cette question, mais pas sur la masse croissante, ascendante. Donc, avec cette croissance et la relation entre les deux, eh bien, je crois qu'en fait, c'est un sujet tout à fait intéressant. Quand j'avais 15 ans, eh bien, la situation économique était terrible et moi j'ai pris ma retraite en l'an 2000 et on s'approche maintenant d'une masse qui est plus de 30 fois supérieure à mon adolescence. Et en fait, c'est des problèmes qui préoccupaient Marx et notamment tout ce qui est lié à ce taux descendant. Et cela revient en fait à de nombreuses choses qui ont été évoquées par Jason. Savoir le fait que cette masse ascendante s'appuie sur l'exploitation croissante des ressources minières, des ressources agricoles et tout le reste. Mais par ailleurs, alors que cette masse est croissante, elle a besoin d'un marché, donc il faut changer de mode de vie. On passe au consumérisme, à toutes sortes de choses. Et désormais, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle si cette masse double sur 25 ans, ce qui, par rapport à ce qu'elle a été, eh bien, nous serons confrontés à des difficultés très graves. Et je voudrais vous donner un exemple assez classique de ce que cela pourrait signifier. Car dans le livre que vous avez mentionné, j'ai utilisé un graphique de la consommation de ciment. Et il s'avère que la Chine consomme en 2 ans et demi 45% de plus de ciment que ce qu'a consommé les États-Unis en 100 ans. C'est ça la masse croissante. Et si l'on examine ce graphique de près et qu'on regarde ce qui s'est passé pour la consommation de ciment aux États-Unis, en 2007-2008, la consommation de ciment s'est effondrée. En Chine, elle a doublé, triplé. Car la Chine était confrontée à un problème existentiel, à savoir ses industries d'exportation étaient en train de s'effondrer, 7 millions d'emplois étaient perdus par an, et le Parti communiste chinois est très préoccupé par les troubles qui pourraient être liés à une population sans emploi. Donc il y a eu un programme d'investissement de masse pour rebâtir des villes, bâtir des réseaux de transport, construire des barrages, des aéroports, construire. Et d'où la consommation de ciment. Donc si vous examinez les deux graphiques, la baisse de la consommation du ciment aux États-Unis et l'augmentation de consommation en Chine, eh bien la Chine a sauvé le capitalisme mondial grâce à ça. Et est-ce que c'est ce que voulait faire le Parti communiste, sauver le capital? Non, c'était la logique interne de la Chine. Mais si l'on examine ce type d'exemple, on commence à se dire que c'est ce qui est au cœur du problème de ce que nous examinons. Car c'est une chose de dire le capital, c'est le mal, oui, certaines relations capitalistes
le son et tout ce qui va avec. Mais je crois qu'à un certain moment, nous devons réfléchir à ce qu'il faut véritablement transformer si nous voulons résoudre les problèmes. Et c'est pour cette raison que je n'aime pas vraiment ces discussions sur le populisme de gauche. J'en ai parlé avec Chantal. J'ai dit que pour moi, ça n'avait aucun sens. On parle d'anticapitalisme, mais en fait, on parle d'un abstrait que personne ne peut comprendre. En fait, moi, je crois, pour moi, que le populisme de gauche est une abstraction que personne ne peut comprendre. En fait, je crois qu'à moins d'analyser, de pouvoir dire voilà ce qui est la problématique la plus grave à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, et bien sûr, cette masse croissante et la signification de ce phénomène est telle qu'il y a de graves conséquences en termes d'absorption écologique si l'on pense aux déchets, à la transformation écologique et la manière dont cette dynamique se développe. Et donc je partage un grand nombre de préoccupations exprimées au sujet de la question environnementale, mais je voudrais ne pas être aussi apocalyptique. Moi, je me réjouis du fait que nous ayons réussi à éliminer la rougeole. Et si on me demande si je veux être amicale avec la nature, je dirais, bon, bah, moi, la variole, je n'ai pas envie de l'apprécier. Mais il y a un autre aspect à ceci. Il n'est pas possible de vivre dans ce monde sans être des agents de la transformation écologique. Toutes les espèces le font. La question est de savoir comment nous allons réorganiser notre transformation. Qu'allons-nous en faire? Jason, d'ailleurs, en a parlé. Il a parlé des matières premières qui n'étaient pas chères, de tout ce qui vient de la nature et qui n'est pas cher. Et l'urbanisation a été bonne pour une vaste majorité de la population. Mais à New York, il y a Hudson Yards, qui est un endroit mais absolument horrible. Ce sont des appartements de luxe et cela n'a rien à voir avec la crise du logement social à laquelle nous sommes confrontés. Donc en fait, si la nature est pas chère, comment est-elle utilisée? C'est une question. Comment cette nature peu coûteuse est utilisée? Eh bien, si elle est utilisée de manière aussi stupide, forcément, et si l'on pense à l'urbanisation dans le monde à l'heure actuelle, par exemple dans les États du Golfe, en fait, je voudrais lancer un appel, à savoir réfléchir précisément à ce que nous devons changer, de quelle manière nous devons le changer et à quelle fin. Et désolé, Chantal, cela doit être anticapitaliste. Et c'est à nous d'éduquer les personnes, de leur permettre de le comprendre. On a beaucoup entendu après, notamment les élections européennes qui ont eu lieu le 26 mai, qui ont vu les partis écologistes progresser, notamment en France et en Allemagne. Beaucoup de ces partis, évidemment, continuent à se définir comme étant de gauche, mais rejettent notamment la pensée marxiste et l'ancrage, enfin l'héritage marxiste des partis de gauche comme étant quelque chose qui est lié au productivisme et justement à la domination de la nature. Vous qui avez travaillé depuis 50 ans maintenant sur l'œuvre de Marx, est-ce que pour vous, comment vous concevez justement l'importance que peut avoir encore cette œuvre dans une réflexion sur les urgences actuelles et sur les besoins enfin sur la capacité de pouvoir sortir justement de la domination actuelle? Moi, souvent, je blague en disant qu'il est beaucoup plus facile d'intégrer Marx à la géographie que d'intégrer la géographie au marxisme.
Lorsque j'ai commencé à travailler sur ces questions, en fait, personne ne prenait l'urbanisation au sérieux en tant que question qui devrait être centrale à ce que la politique marxiste pouvait être. Manuel Castel, certaines personnes ici, mais globalement, c'était peu important. Les questions environnementales, en fait, si on articulait des questions autour des problématiques environnementales, en fait, moi, on m'accusait finalement de romantique petit bourgeois. Donc, la gauche conventionnelle, si vous voulez, avait ce point de vue. Et la réception de mon travail, qui essaye d'être sensible à toutes ces questions environnementales, géographiques, n'était pas forcément bien reçue par les penseurs marxistes avant les années 2000. Et maintenant, il y a eu un changement. Je crois que ce travail est pris beaucoup plus sérieusement à gauche. Je crois que les partis écologistes, en fait, cela dépend. Certains de ces partis verts sont néolibéraux, d'autres sont plus à gauche. Et je dirais qu'il y a eu une transformation de la pensée de gauche. Et je crois que cette transformation a aussi été possible grâce à certaines personnes. Je sais que Jason ne les apprécie pas forcément. Bon, il y a nombre de discussions aujourd'hui autour de cette transformation. Et je crois qu'il y a vraiment des avancées. Et je crois que ces enjeux sont beaucoup plus intégrés aujourd'hui dans la politique de gauche. Bonsoir et merci David Harvey d'être parmi nous. Je suis très heureuse de vous écouter et de discuter avec vous. Enfin, moi, j'ai beaucoup utilisé votre ouvrage « Lire le Capital » de Marx, notamment, que je trouve un ouvrage remarquable. Et il me semble que globalement, il est très important de continuer à enseigner Marx dans les cours à nos étudiants, voilà, et que c'est une pensée que vous visitez de manière remarquable. Moi, je voudrais revenir sur la question écologique en lien avec la question sociale et peut-être pour vous relancer sur cette question et revenir aussi sur ce qui a été dit dans les débats précédents. Parce donc on l'a dit, en France, on a été traversé par deux mouvements en particulier cette année. Les Gilets jaunes, ça a été dit, qui ont beaucoup mis en avant la justice sociale, fiscale, la transformation démocratique de nos institutions et puis le mouvement climat. Pour ma part, je pense pas justement qu'il y a une immédiateté dans l'articulation entre social et écologie. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, à travailler pour construire des ponts entre ces mouvements, mais en tout cas à TAC, ça nous semble stratégique comme alliance entre les mouvements sociaux et les mouvements écologistes. Et de mon point de vue, il reste encore beaucoup à faire. D'abord du côté des mouvements sociaux et syndicaux, y compris dans le mouvement des Gilets jaunes, pour que la question écologique ne soit pas seulement annexe ou secondaire. Et je dirais qu'il y a aussi beaucoup à faire dans les mouvements marxistes là-dessus. Que cette question, elle soit centrale dans un projet émancipateur du capitalisme, parce que, en pensant, alors je vais le dire en termes marxistes, en pensant le système capitaliste comme un système d'exploitation à la fois du travail et du vivant, ou autrement dit, que l'augmentation des profits du capital se nourrit à la fois de la destruction des droits, des revenus des travailleurs, de l'armée de réserve des chômeurs, que vous décrivez très bien dans vos ouvrages, mais aussi de l'exploitation toujours plus accrue des énergies fossiles, de la pollution des milieux naturels, ce qui amène, ça a été dit tout à l'heure, à des situations irréversibles et catastrophiques qui n'ont rien à voir avec les situations antérieure. Donc on rentre dans un contexte qui est inconnu en fait jusque-là, parce qu'on arrive à ces limites physiques de la planète. Et donc, n'y a-t-il pas besoin à la fois d'une rupture avec le capitalisme néolibéral, mais aussi avec le productivisme? Parce qu'il y a un besoin, et vous l'avez dit, immense de changer profondément nos façons de consommer et de produire, d'une sobriété matérielle et énergétique, d'un désinvestissement massif des énergies fossiles. Et j'ai envie de dire,
pas d'abord en Chine, mais déjà dans notre monde occidental de riches, sachant que nous, en moyenne, on consomme plusieurs planètes par notre façon de consommer sur le plan énergétique et matériel. Et je finis aussi par cette idée-là, c'est qu'il y a aussi beaucoup à faire dans les mouvements écologistes, en tout cas en Europe, sur l'intégration pleine et entière de la question sociale. Et je m'explique. Par exemple, aux élections européennes, on a vu une montée des Verts européens. Et ça a été dit, eh bien, je pense qu'il y a une forte ambiguïté dans les Verts politiques, les Verts européens en Europe, par rapport à au capitalisme néolibéral et au capitalisme tout court. Et qu'il y a le risque aujourd'hui d'une soi-disant écologie, ni de gauche ni de droite, qui par ailleurs, je pense, ne réglerait rien du coup à la catastrophe écologique qui vient. J'ai envie de vous demander, voilà, comment vous intégrez dans votre vision marxiste, dans votre projet émancipateur du capitalisme, la question écologique. Et j'ai une deuxième question relative au Green New Deal. Est-ce que pour vous, le Green New Deal porté par Ocasio-Cortez, par exemple, chez les sociodémocrates, peut être une réponse, ou en tout cas peut faire partie d'un projet émancipateur du capitalisme qui intègre la question écologique? Alors, le Green New Deal n'était pas vraiment un programme détaillé, si vous voulez. C'était plus une idée dont s'est emparée immédiatement la droite en disant encore des socialistes complètement fous. Donc cela n'a pas forcément été très bien présenté. Mais je crois qu'en fait, la droite s'est trompée. Car en moquant ce projet, en fait, la droite a attiré l'attention sur ce projet. Et je crois qu'il y aura des ramifications à ceci. Car je suis sûre que lors des prochaines élections, les changements climatiques, les questions environnementales seront beaucoup plus centraux dans les débats. Je ne pense pas que cela va disparaître. Mais vraiment au contraire que cela sera central quant à savoir qui va vraiment pousser ces questions. Peut-être que je pourrais réfléchir à un scénario utopique. En fait, moi, j'ai trouvé très intéressant que le shutdown du gouvernement américain s'est arrêté un mercredi. Ce jour-là, 3 aéroports aux États-Unis avaient dû fermer. Ils ne pouvaient plus fonctionner. Et à ce moment-là, l'administration de Trump s'est rendue compte que 5 jours après, Los Angeles serait fermé, Chicago aussi. Et en fait, c'est très intéressant. On a parlé avant des ronds-points. S'emparer des aéroports, eh bien, emparez-vous des aéroports et fermez-les. En fait, c'est intéressant, car le transport aérien est l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, avec aussi la production de ciment, si je peux me permettre d'y revenir. J'y reviens toujours d'ailleurs. Donc, fermer des aéroports. En fait, c'est intéressant quand on regarde qui est la main-d'œuvre dans les aéroports. On regarde autour de soi, tout simplement. Ce sont des personnes racisées, en particulier des Afro-Américains, des Hispaniques, des migrants et des femmes. C'est la principale partie de la classe des travailleurs aujourd'hui. Ce ne sont plus des ouvriers. Et on pourrait penser, allez, organisons les travailleurs dans les aéroports. La nature nous a donné un bon exemple au moment de l'explosion du volcan en Islande, car il était impossible pendant près de 2 semaines de traverser l'Atlantique. C'était un choc pour le capital. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans beaucoup d'endroits. Et pour reprendre des catégories de Marx, il parle d'une classe en soi qui peut devenir une classe pour elle-même. C'est très simpliste, mais en fait, une classe maintenant existe, mais qui n'a pas encore conscience de sa capacité à complètement, absolument réussir à arrêter le système.
Et la question que l'on peut se poser est quelles seraient les demandes de cette classe? Et bien sûr, des demandes sur les salaires, les avantages sociaux, etc. Mais il y a aussi une autre question. Est-ce que nous avons besoin de tout ce transport aérien? En fait, c'est une des formes d'accumulation de capital qui se développent le plus aujourd'hui. Et si on examine le transport aérien, on peut se demander est-ce que nous avons besoin de tout ce tourisme? Mais bon, si on examine le tourisme, on se dit mais s'il n'y a plus de tourisme, que deviendront ceux qui en bénéficient? Et toute l'économie qui va avec. Donc, réduire l'expansion du transport aérien a des répercussions. Et on peut imaginer, en quelque sorte, utiliser la force de la main-d'œuvre des aéroports. Voilà, en fait. Moi, je réfléchis à ce genre d'utopie et je dirais, allez, il est temps que s'organise la classe des travailleurs dans les aéroports. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que, finalement, l'organisation, évidemment, des travailleurs de l'aéroport est un beau projet, mais dans le Green New Deal, il y a aussi l'idée d'utiliser la création monétaire pour financer la transformation de l'économie vers une économie qui serait plus soutenable notamment sur le plan écologique. Comment vous regardez, vous qui êtes un lecteur notamment des livres 2 et 3 du Capital de Marx, où il est question de la finance, cette question de la finance, comment est-ce que vous envisagez cette idée d'utiliser finalement les forces financières, la création monétaire, la financiarisation, la finance finalement, pour essayer justement de modifier le système économique? Goldman Sachs a été décru comme une sorte de pieuvre vampire qui avait des tentacules, qui était placé dans tout ce qui se passait dans le monde et qui aspirait de la valeur de partout. Et je pense que c'est une manière très bonne de penser la classe capitaliste. J'utilise souvent un schéma sur la circulation du capital avec différentes pointes, avec différents points où on peut placer une tentacule pour aspirer la valeur. Ça ne vient pas de la production seulement. Ça peut être aussi à l'endroit de la distribution, de la réalisation, à l'endroit de l'immobilier, à l'endroit des terres arables, etc. Mais le système financier, et beaucoup des gens les plus riches sont là, le système financier étant dans les faits quelque chose qui s'approprie de la valeur. Et j'accepte la proposition de Marx qui dit que voilà, la valeur se crée dans la production. Mais là où elle est réalisée, là où elle est appropriée, sont deux endroits qui sont complètement différents. Et je pense que ce qu'on a là, c'est quelque chose de très compliqué. Une sorte de caractère de classe très complexe. Et quand je parle de la masse, c'est la question, c'est qui a la masse ? Qui peut utiliser cette masse de capital pour en créer encore plus. Pour vous donner un exemple, en 92, il y a une opération par George Soros. Il a vu que la livre était en train de chuter dans les échanges et il a acheté des livres et il en a fait des marques. Et plus il achetait des livres, plus il était compliqué pour le gouvernement britannique de maintenir la valeur de la livre sur les mécanismes d'échange. Et il a emprunté 40 milliards de livres en quelques jours. Et de ces 40 milliards, il en a pris 14 milliards et il les a convertis en marques. Et le gouvernement a dû dévaluer la livre. Et ensuite, il a pris il a repris des marques, il a rechangé. Et en 2 jours, il a gagné quelque chose comme 7 milliards de dollars. Et en fait, donc ce milliard qu'il a gagné, il a été volé. C'était un véritable cambriolage, un cambriolage qui était légalisé, qu'il a volé à la population britannique. Et il a emprunté 15 milliards de livres, la masse. Il avait cette masse-là. Si moi j'emprunte
5 livres et que je le change, ça n'aura aucun effet. Mais lui, il avait ce pouvoir-là parce qu'il contrôlait cette masse. Et ça nous ramène à la question de la masse. Qui contrôle la masse? Qui contrôle ce capital? Et c'est beaucoup plus important de parler de où est la masse, qui la contrôle et ce que ces gens en font. La raison pour laquelle, aux États-Unis par exemple, les acteurs principaux, les frères eh bien, c'est des gens qui n'ont pas forcément un retour sur investissement qui est très important. Mais non, c'est parce qu'ils ont une masse très importante qu'ils contrôlent. Ça leur permet de corrompre le monde politique. Et ça nous ramène toujours à l'idée qu'il faut se demander qui a la main sur la masse. Goldman Sachs a accès à la masse. Ils l'utilisent stratégiquement pour faire ce qu'ils veulent. C'est quelque chose qui est organisé, c'est quelque chose qui va orchestrer les transformations. C'est véritablement un vol des droits de propriété. Par exemple, il y a un grand hedge fund, un fonds d'investissement très important, qui est le plus grand propriétaire foncier du monde. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la crise financière aux États-Unis? Eh bien, il a emprunté énormément d'argent, des fonds de pension, et il a acheté toutes les maisons qui avaient été saisies. Et il les a ramenées sur le marché et en les louant. Et pas des locations bon marché, hein, des locations chères. Eh bien, à ce moment-là, les Hispanos aux États-Unis ont perdu à peu près les 2/3 de leur valeur en termes de leur richesse. Donc on a véritablement un transfert de valeur, un transfert de propriété de la population vers le monde financier. Donc la masse qui appartient à la population est passée au monde financier. Et donc ce monde financier utilise l'acquisition de masse pour utiliser encore plus de masse. J'ai vu que Blackstone, ce fonds de pension, avait repris des entreprises en Asie du Sud-Est. On est véritablement, c'est le monde dans lequel on vit. C'est quelque chose où j'ai l'impression que la politique devrait être capable de se colter à des choses de ce niveau-là. Et les solutions anarchistes à petite échelle, et j'aimerais beaucoup en discuter, mais j'ai l'impression que ça fait peu de différence parce qu'il faut empêcher Blackstone et Goldman Sachs il faut les empêcher d'utiliser ces manipulations financières et il faut véritablement les couper de cette masse parce que leur utilisation de la masse leur permet d'accumuler encore plus de masse, d'accumuler encore plus de capital. C'est quelque chose que Marx a dit, mais personne ne semble le remarquer aujourd'hui. Bien, je vais réagir très rapidement à ce que vous venez de dire, pour faire aussi le lien, nous, avec les combats qu'on mène dans le mouvement altermondialiste. Et quand vous dites qu'il faut... L'important, c'est qui a la main sur la masse. Je crois que c'est, au fond, le combat qu'on mène pour désarmer les marchés financiers, par exemple pour imposer une taxe sur les transactions financières, pour imposer une taxe unitaire sur les multinationales qui permettent de lutter véritablement contre l'évasion fiscale, pour rediriger les richesses vers des services publics de qualité, vers la protection sociale de qualité, vers la transition écologique, créer par exemple aussi un pôle public bancaire sous contrôle citoyen. Effectivement, pour nous, en tout cas, ça dessine déjà des formes de dépassement du capitalisme. Et alors, ensuite, je voudrais réagir sur votre proposition de prendre les aéroports, que je trouve excellente. Et il se trouve qu'en tout cas, nous, ATTAC et dans d'autres mouvements en Europe, je crois qu'on pratique peut-être sans doute davantage aujourd'hui la désobéissance civique, en tout cas au fur et à mesure des années. Et je trouve que voilà, c'est une idée qui circule évidemment, mais je crois que vous confirmez, c'est en tout cas cette idée de s'en prendre à des symboles et même des moteurs du capitalisme, et notamment de s'en prendre aux aéroports pour bloquer à un moment donné ces logiques capitalistes, et en même temps de lancer un message et d'intégrer la question écologique. Je trouve que et d'interroger aussi nos manières de consommer et de vivre. Je trouve que c'est une excellente idée. Et je rebondis sur la question maintenant de la désobéissance, des actions, des mobilisations, des luttes concrètes qu'on peut mener.
Je rebondis aussi sur la question de la lutte sur le plan idéologique et culturel et intellectuel, parce que vous en parlez beaucoup dans vos ouvrages. Vous développez, vous décrivez la façon dont le capitalisme s'est implanté sur le plan idéologique, culturel et intellectuel. Et en tout cas, il nous semble, nous, en tout cas en Europe et en particulier en France, qu'il y a un immense besoin de renforcer, de reconstruire peut-être des espaces de débat, de production intellectuelle. Et j'ai envie de vous demander aussi, aux États-Unis, comment se porte notamment la pensée radicale de gauche dans les universités, dans les institutions? Est-ce que depuis la crise de 2008, la crise financière de 2008, il y a une évolution de ce côté-là? Et je pense notamment au monde universitaire. Est-ce que vous voyez des changements profonds? Est-ce que la pensée marxiste, mais pas seulement, la pensée émancipatrice, est-ce qu'elle est beaucoup plus présente dans les institutions et notamment dans l'éducation et l'enseignement supérieur et la recherche? Deux commentaires. Il y a beaucoup trop d'emphase sur la mobilisation par rapport à l'organisation. Je pense que ce qu'on a vu depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il y a eu des mobilisations massives. Pensez au 15 février 2003, quand il y a eu 2 millions de personnes à Londres, à Barcelone, une mobilisation massive. Et il y a eu beaucoup de mobilisations depuis. Les mouvements des femmes, les marches des femmes. Mais et l'organisation? Et l'organisation, c'est aussi l'éducation, la formation. Parce qu'une chose sur laquelle Donald Trump a raison, ce sont les fake news. J'aime beaucoup la définition, je crois que c'est Gromyko, qui est revenu aux États-Unis pendant longtemps. Il y avait une discussion dans le New York Times. On lui a demandé c'est moitié vérité, moitié mensonge, mais on sait que le New York Times est un journal qui est très bien équilibré. Et une chose par rapport à laquelle je compatis par rapport à Trump, c'est que les médias libéraux aux États-Unis me rendent fou. Et je pense que les médias libéraux sont en train de faire une sorte de restauration à la Clinton, si vous voulez. Je pense que c'est vrai aussi au niveau universitaire. Au niveau le problème dans le monde universitaire, c'est que les éléments radicaux qui sortent du mouvement des identités, par exemple, Black Lives Matter, MeToo, etc. Eh bien, voilà, donc il y a ça au niveau des universités, mais sur le terrain, il y a des choses différentes. Il y a le mouvement des pauvres, comme on l'appelle, qui mobilise les pauvres. Et on pourrait dire, oui, c'est une forme américaine de populisme. J'aime pas appeler ça du populisme parce que c'est pas populaire dans ce sens-là. C'est simplement un mouvement des personnes pauvres, des gens pauvres. C'est quelque chose qui est en croissance, c'est important. Il y a une institution à New York qui s'appelle le People's Forum, donc le Forum populaire, le Forum des peuples, où je peux aller parler de Marx, enseigner Marx. Il y a des formes d'organisation qui émergent et qui sont nécessaires, mais je comprends la frustration par rapport au parti politique traditionnel, mais on peut voir une forme de... On peut voir un certain nombre de mouvements au Royaume-Uni qui est en train d'émerger aussi, qui essaye d'influencer le Parti travailliste. On commence à voir
peut-être des choses à gauche du Parti démocrate aux États-Unis, mais tant qu'on n'aura pas une bonne organisation, eh bien la capacité de mobilisation qui est là, qui existe, eh bien cette capacité de mobilisation n'aura pas une utilité politique, n'aura pas autant d'utilité politique qu'elle ne pourrait avoir. Je voudrais juste un petit peu réagir à ce que vous venez de dire. Vous parlez d'une volonté, notamment de la part des médias, de certains médias aux États-Unis, d'une restauration de l'ère Clinton. Ça nous amène finalement à un autre de vos ouvrages que je n'ai pas cité, mais qui est l'histoire du néolibéralisme, que vous avez également écrit. Parce que cette époque du capitalisme, dont on a dit qu'elle était particulière, c'est d'abord l'époque du néolibéralisme, qui est justement cette capacité qu'a l'État à laisser les grandes masses que vous définissiez, enfin ce que vous disiez tout à l'heure, laisser les grandes masses finalement au monde financier et à la classe dominante. Ce projet politique de classe que vous définissez le néolibéralisme comme un projet politique de classe, finalement, est-ce qu'il n'essaye pas en ce moment de survivre à travers deux mouvements? Le premier mouvement, c'est celui de Trump et, je dirais, d'un mouvement d'extrême droite, qui serait un mouvement xénophobe. Et puis un second mouvement qui existe aux États-Unis, mais qui existe aussi beaucoup en France, qui est une forme de, on l'a dit dans la première table ronde, je crois, de néolibéralisme progressiste, verdi, qui promettrait par le marché et par la poursuite des réformes néolibérales, finalement, eh bien, à la fois de sauver la planète et de donner sa chance à tout le monde. Est-ce que justement, avec ces deux nouvelles formes, le néolibéralisme n'est pas en train de continuer à survivre et à s'imposer? Parmi les choses que j'ai mentionnées dans mon livre sur le néolibéralisme, publié en 2005, il y avait le fait que le néolibéralisme a formulé beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues, ce qui met à mal sa légitimité et le pousse à créer des alliances avec des politiques néoconservatrices. Et je crois d'ailleurs que l'élection de Donald Trump, c'est en fait le prolongement de ce processus, ce qui signifie que le projet néolibéral n'est pas mort, absolument pas. En fait, si on regarde ce qu'a accompli Donald Trump, en fait, il a déréglementé dans beaucoup de domaines. Et si cela s'était produit à une autre époque, cela aurait fait scandale. Mais en fait, il a réussi tant à cacher ceci avec d'autres choses que personne ne remarque. La loi sur l'impôt et les réformes sur les taxes, en fait, redistribuées aux entreprises et aux ultra-riches. Ce sont eux qui en ont bénéficié. Donc, si vous voulez, les pratiques de la gouvernance néolibérale sont toujours très présentes. Et pour la seule question où ce n'est pas le cas, c'est peut-être pour ce qui est du marché. Il y a d'ailleurs eu des interrogations dans la classe du capital pour ce qui est de la manière dont il utilise les tarifs douaniers et toutes ces questions. Mais donc en dehors du libre-échange, pour le reste, il est dans le prolongement du projet néolibéral. Et je crois en fait que c'est assez intéressant de voir cette persistance du projet néolibéral qui tisse des liens avec des formes d'extrême droite. Et en Allemagne aussi, si on regarde le projet de la droite, il est très néolibéral. Et il n'y a pas de... Lorsqu'il n'y a plus de légitimité populaire, le néolibéralisme se renforce à l'aide de mouvements néoconservateurs. Et on le voit depuis des années, ça a été le cas pour l'AfD. Et vraiment, il y a tout un tas d'alliances avec des mouvements que l'on pourrait qualifier de populistes, de néoconservateurs. Donc vraiment, je pense que le projet néolibéral n'est absolument pas mort. Oui, merci. Je vais réagir sur ça parce que
Est-ce qu'on ne peut pas quand même considérer qu'on a, et je pense, et vous le décrivez d'ailleurs dans plusieurs textes, des bouleversements géopolitiques profonds tout de même avec la crise de 2008, avec un ralentissement des échanges internationaux, avec la montée en puissance de puissances comme la Chine, et plus qu'un prolongement du néolibéralisme, est-ce qu'on n'a pas quand même l'apparition de, entre guillemets, nouveaux monstres du capitalisme, avec quand même une montée des extrêmes droites très forte. En France, on a l'entrée de l'extrême droite dans en Europe, excusez-moi. On a l'entrée au gouvernement de forces extrêmes, enfin dans les gouvernements, plusieurs gouvernements d'Europe de forces d'extrême droite, la percée de mouvements populistes de droite. Et du coup, en tout cas, je vais dire nous ce que pour le mouvement altermondialiste, en tout cas Attaque, ça nous dit sur les luttes, c'est d'abord face à ça. Eh bien, il est d'autant plus important, et là je vais revenir sur le premier débat, il est d'autant plus important d'inclure complètement d'abord les luttes contre toutes les formes de discrimination liées au genre, à la classe, à la race, à la religion, à l'orientation sexuelle, d'inclure aussi complètement toutes les luttes justement contre toutes les formes d'autoritarisme et de répression. En France, c'est les luttes aussi contre les violences policières, pas seulement contre les gilets jaunes, mais dans les quartiers populaires qui les connaissent depuis déjà longtemps. Et puis c'est aussi, je dirais, repenser, mais rester profondément altermondialiste. C'est-à-dire à la fois se battre, c'est-à-dire que c'est pas seulement se battre au niveau des... c'est-à-dire c'est aller au-delà des politiques de l'État-nation. Je m'explique. C'est d'abord porter la nécessité de régulation à l'échelle multilatérale, internationale, qui soit évidemment pas du tout à l'image de celle qu'on a aujourd'hui, mais qui soit fondée sur les solidarités, sur la transition écologique, sur les droits humains fondamentaux. Et parce que c'est la seule possibilité de répondre efficacement à la crise écologique, comme de répondre aux nouvelles guerres commerciales. Et puis, je dirais aussi d'intégrer et de prendre en compte toute la diversité, la puissance qu'il peut y avoir au niveau de politiques alternatives des collectivités locales, mais aussi d'associations, du monde coopératif, de tout ce qui se construit autour des communs, des communautés, et des luttes locales. Et je voudrais revenir sur un passage que j'ai noté dans un entretien que vous avez fait il y a 2 ans, où vous dites les luttes autonomes pourraient être un renforcement du néolibéralisme en fin de partie. Et je pense au contraire qu'il faut pouvoir absolument articuler nos luttes internationales et des luttes pour d'autres politiques nationales et ces luttes locales et ces luttes autonomes, ces mouvements autonomes. Et d'un certain point de vue, je dirais que les Gilets jaunes, Notre-Dame-des-Landes, etc., ce sont de nouvelles formes de lutte qui sont des luttes anti-système, qui mettent en cause le capitalisme et qu'il faut absolument articuler à nos luttes plus classiques d'organisation, y compris du mouvement altermondialiste, quoi. Donc est-ce que vous confirmez votre analyse, vous, des mouvements autonomes, ou est-ce que vous ne pensez pas qu'au contraire, on peut les intégrer, les articuler dans des luttes de dépassement du capitalisme et émancipatrices ? Dans ma propre vie politique, j'ai participé à plusieurs luttes qui, si je regarde en arrière, selon moi, ont renforcé le néolibéralisme plutôt que de le mettre à mal. Ça fait partie des difficultés. Je crois qu'il y a nombre de mouvements qui naissent avec, si vous voulez, des politiques très progressistes, mais qui petit à petit dérivent et deviennent autre chose. Par exemple, je pourrais parler de la politique des ONG, de la révolution des ONG. Franchement, j'y crois pas. Même s'il y a vraiment un certain nombre de personnes formidables qui travaillent dans ces ONG, qui connaissent bien les limites, les dilemmes de ce qui se passe. Et de fait, ce qu'ont fait les ONG, c'est privatiser un certain nombre de choses qui auraient dû être accomplies par des services sociaux, un certain nombre de choses dont dépendait, dont devait se charger l'État. Et politiquement, c'était très
différents niveaux de la subjectivité, car une personne devait se tourner vers une ONG et demander « aide-moi », plutôt que de dire « moi, je fais partie de cette société, alors tu as plutôt intérêt à me donner ce dont j'ai besoin ou ça va pas le faire, et je vais te taper ». Donc en fait, je crois que la structure même, si vous voulez, l'opposition aux activités les plus violentes dans le monde des ONG, oui, ça existe, mais en fait, moi, je ne suis pas très à l'aise avec l'idée qu'on doive complètement s'appuyer là-dessus. Oui, je sais que vous n'avez pas parlé des ONG. Je parlais de lutte sociale, etc. Il y a des choses locales, radicales, autonomes. Oui, j'ai bien compris. Oui, vous avez dit dans un papier que c'était quelque chose qui renforçait le néolibéralisme. Oui, j'ai bien compris, j'ai parfaitement compris. Oui. It's not a question of NGOs. Et c'est pas une question d'ONG, c'est pas des ONG. Je pense que les demandes d'autonomie, de nationalisme qu'on a pu voir à Barcelone ou en Catalogne récemment, ou Barcelone, c'est une élection où cette question était devenue quelque chose qui disruptait un projet politique de la gauche. Quels que soient les problèmes qui peuvent être inhérents à ces projets-là, et c'est quelque chose qui devient un disrupteur, littéralement. Et je pense que les revendications d'autonomie, quand l'autonomie a un but social clair, c'est une chose. Et je pouvais soutenir les demandes écossaises d'autonomie, parce que c'était clair en termes de revendication. Ils voulaient avoir, par exemple, la possibilité de développer un autre type d'État-providence. C'était quelque chose qui était ancré dans de la politique. L'autonomie par rapport à la Catalogne, il y a des aspects nationalistes, de droite. Et oui, c'est ça, c'est moitié droite, moitié gauche, et ça fait partie du problème. Alors, il nous reste un peu plus d'un quart d'heure, et on a beaucoup de questions de la salle, donc je vais essayer d'en résumer quelques-unes. La première question, j'ai deux questions qui réagissent en fait à ce que vous avez dit au début de votre intervention sur le fait que grâce au capitalisme vous étiez là parce que effectivement c'est ce capitalisme qui a apporté le progrès technique, le progrès scientifique qui permet l'allongement de la durée de la vie. On a on a des réactions à ça, et c'est vrai que à la fois on peut dire le soutien public, le soutien de l'État à la recherche joue aussi un rôle important dans ce progrès technique, d'une part, et d'autre part, est-ce que réellement c'est la concurrence, le marché, l'accumulation de capital qui a permis ces progrès, et plus généralement, évidemment, ça pose la question du progrès technique dans le capitalisme. Je pense que beaucoup de changements technologiques dans le capitalisme sont venus de l'armée, ont été dirigés par l'État. Le programme spatiaux, le programme spatial, par exemple, a entraîné beaucoup de nouvelles connaissances, une meilleure compréhension d'un certain nombre d'aspects. Donc oui, le rôle de l'État est très important. Mais aussi, plus récemment, la recherche médicale, par exemple, est organisée par des initiatives privées. Avec l'énorme scandale qu'on peut avoir aux États-Unis, par exemple, avec des compagnies pharmaceutiques qui utilisent leur pouvoir de monopole pour donner des médicaments, presque des drogues, qui vont en exploitant les assurances ou la sécurité sociale et les gens. Donc il y a vraiment un cambriolage organisé qui a lieu dans ce domaine-là. Donc quand je dis que je suis toujours vivant, parce que j'ai bénéficié des avantages de ces médicaments, et je ne suis pas le seul, hein. Je pense que beaucoup de gens
on en bénéficie, mais en même temps, il y a aussi une manière capitaliste d'organiser les choses qui entraîne des coûts énormes et qui crée des structures immenses d'exploitation, d'expropriation de la valeur via des pratiques de monopole sur le marché. Et c'est quelque chose que les régulations étatiques devraient corriger urgemment, mais ce n'est pas fait. Et tout le système américain est orchestré de telle manière à protéger les compagnies pharmaceutiques. Et d'ailleurs, en plus, les compagnies pharmaceutiques, quand elles font des recherches sur un médicament, elles vont et elles obtiennent la moitié de leur argent de l'État et l'autre, c'est leur fonds privé. Et au départ, elles devaient partager la moitié de leurs profits, mais c'est quelque chose qui a été le cas jusqu'en 1975. Et ensuite, ça a été supprimé. Et aujourd'hui, donc, les compagnies pharmaceutiques peuvent bénéficier à plein de quelque chose qui a été en partie financé par l'État. Et il y a tous ces enjeux des brevets, etc., où la politique doit véritablement se colter à ces enjeux-là. Pas forcément en fermant ces entreprises pharmaceutiques, mais en réorganisant la manière dont ces entreprises pharmaceutiques opèrent. Une autre question qui revient assez régulièrement est celle de l'internationalisme, ou plutôt de l'organisation de la solidarité internationale aujourd'hui, de l'organisation entre les peuples. Et on parle notamment d'un cas particulier qui est celui notamment de la déforestation en Amazonie aujourd'hui, qui est menée par le gouvernement d'extrême droite brésilien. Et ça pose évidemment la question de savoir comment on peut s'organiser au niveau international en tant que peuple contre ce type de projet. Et évidemment, je vais allonger un petit peu la question parce qu'il y a d'autres questions du même type sur celui de l'internationalisme. Marx est un penseur internationaliste et c'est intéressant aujourd'hui de voir comment vous envisagez cette question de l'internationalisme. Comment s'organiser ? La réponse est je ne sais pas. Je suis un très mauvais organisateur. Je vois qu'il y a des organisations qui le font, comme le Mouvement des Sans-Terre au Brésil. Ils ont des liens très bons avec l'Afrique du Sud, avec des syndicats de mineurs, etc. Donc il y a des liens qui émergent. Et c'est une partie très importante des politiques ou de la politique contemporaine. Mais internationalement, une chose qui m'obsède un petit peu en ce moment, c'est comment comprendre ce qui se passe en Chine. Je pense que la Chine, pendant la crise, ne se comportait absolument pas de façon néolibérale. Elle s'est développée. C'était une expansion, une croissance qui était basée sur le déficit, mais de toute façon, elle ne peut pas faire faillite, puisque les emprunts se font de façon différente. Et en fait, Donald Trump voudrait faire à la Chine ce que l'Union européenne a fait à la Grèce, mais c'est impossible. Et je pense que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, à long terme, va bénéficier à la Chine. Et ce qui se passe en Chine est extrêmement... c'est vraiment compliqué de le savoir. Il y a beaucoup de mouvements sociaux en Chine, il y a des grèves un peu partout, on n'en entend pas parler, on ne sait pas ce qui se passe parce que c'est quelque chose qui est tue au sein même, en Chine même. Mais il y a beaucoup d'agitation, il y a des hausses de salaire. Et l'administration est en faveur d'une transition qui s'éloigne de ces travaux manufacturiers à bas coût pour aller vers des choses le high-tech et des choses avec une forte valeur ajoutée. Il y a des... Et je pense qu'il est frappant que nous vivions dans un monde et où nous acceptions que
que nous vivons dans un monde où les droits de propriété intellectuelle, par exemple, soient des choses qui soient enfermées. Je suis tout à fait d'accord. J'applaudis demain ce que fait la Chine. Allez piquer des idées, allez piquer des brevets et répandez-les, diffusez-les dans le monde entier. Il n'y a pas de droit intellectuel, de droit de propriété intellectuelle en Chine. Ils se tirent la bourre à qui mieux, ils vont se piquer des idées et voilà. Mais ce qui va se passer là-bas en Chine est quelque chose qui est vraiment compliqué. Si on va là-bas, eh bien vous avez donc le Xi qui va faire qui va dire tout ce qu'on fait c'est selon Marx. Je suis tout à fait reconnaissant à ce que quelqu'un dise ça, mais j'adorerais que le président des États-Unis dise la même chose. Mais les gens en dehors disent non, c'est juste du blabla. Non, il y a quelque chose qui se passe là-bas et j'ai eu une discussion avec Giovanni Righi sur comment comprendre la Chine. Eh bien, sa position, c'était, et finalement, je me suis dit, c'est pas sûr, on ne sait pas. Les choses ne sont pas fixées sur la direction que prend la Chine. Plein de choses se passent sur le terrain en Chine. Il y a des transformations absolument remarquables qui sont en train de se produire. Et je pense que la situation est très ouverte, y compris, j'enseigne à Nanjing. La première année où je suis allé, on m'a payé avec des billets, etc. La fois d'après, les gens commençaient à utiliser. Voilà, quand j'allais là-bas, je pouvais utiliser des billets dans la rue. Ensuite, les gens utilisaient des applis sur leur téléphone. Et aujourd'hui, maintenant, la dernière fois que j'y suis allé, j'avais du mal même à refourguer mes billets. Tellement on est dans une économie où il n'y a plus d'utilisation d'espèces. Les choses vont très très vite. Et il y a la masse. L'économie qui a la plus grande capacité d'achat, entre guillemets, c'est la Chine. Ils ont la masse. Et quand on parle des choses anti-chinoises aux États-Unis, la Chine décide les gens n'aiment plus les iPhones et Apple ne vend plus d'iPhone en Chine. Eh ben, c'est un tiers du marché d'Apple. L'action s'est effondrée. La bourse américaine a perdu 6% en une journée. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire sur l'importance de la masse. Voilà. La masse est là. Les Chinois sont prêts à l'utiliser. Ils pourraient l'utiliser de façon absolument terrible. Et il y a des choses affreuses qui se passent là-bas. Mais il y a des choses aussi assez remarquables qui se passent là-bas. Donc je pense que la question internationalement, et beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde au cours des 20 ans à venir, c'est ce qui va se passer en Chine et la manière dont la Chine traite avec le reste du monde. Il y avait quasiment pas d'exportation d'exportation de capital en Chine en 2003. Et bien maintenant, il y a un surplus de capital qui est exporté. Et ils construisent des choses en Afrique, un peu partout, parce que la Chine a trop de capital et sont obligés de se débarrasser de ce capital et de l'utiliser. Et je pense que la Chine est un acteur très important et ça rend les Américains extrêmement nerveux. C'est pour ça qu'il y a tous ces mouvements, un petit peu, cette sinophobie qui est en train de se répandre aux États-Unis, ou qui est en tout cas qui est mise en avant par le gouvernement américain. Oui, je veux juste réagir, effectivement, sur ce que vous dites sur les connaissances, mais je pense que quand on parlait d'une alternative, d'une voie alternative ou d'une troisième voie, je ne sais pas, par rapport au capitalisme néolibéral ou néolibéral progressiste et au capitalisme néolibéral xénophobe autoritaire de Trump, est-ce que finalement cette voie alternative, c'est pas aussi de vouloir la libre circulation à la fois des personnes et des connaissances, pas la libre circulation des biens, services et capitaux dans un objectif de relocalisation des activités, mais par contre, cette libre circulation des personnes et des connaissances. Et juste un deuxième mot sur l'importance sur l'internationalisme.
Je crois qu'en tout cas pour nous, dans le mouvement altermondialiste, vraiment cet internationalisme, il est extrêmement important. C'est-à-dire la construction de luttes, même si c'est difficile, hein, la construction de luttes, de mobilisation, de réseaux internationaux en solidarité les uns avec les autres, mais aussi pour le partage et la contagion de ces mouvements sociaux. Les mouvements féministes l'ont très bien montré. Il y a une contagion du mouvement féministe dans de très nombreux pays, et tant mieux. Mais en même temps, je dirais, c'est cette articulation des luttes internationales avec les luttes locales qui nous semble aussi extrêmement importante. Et je voudrais réagir à ce que vous disiez sur les luttes autonomes ou locales ou concrètes. Par exemple, vous dites on veut prendre les aéroports. Bon, mais je veux dire, qui va faire ça si ce n'est des mouvements autonomes, locaux, concrets et on disait par exemple Extinction Rebellion, qui est clairement un mouvement autonome, local et très concret, veut prendre les aéroports Heathrow et dans cet objectif Extinction Rebellion d'occuper les aéroports. Et c'est voilà, je le redis, je pense que ces mouvements locaux, autonomes, concrets sont une force formidable auquel il faut, voilà, qu'il faut absolument intégrer dans notre lutte pour dépasser ce capitalisme. Yeah, I don't disagree with that. Oui, je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Je considère que toutes les luttes naissent au niveau local. Et de ce fait, bien sûr, les luttes locales sont la base pour des mouvements plus larges. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le manifeste communiste. Marx parle des travailleurs individuels qui se leur plaignent et se rendent dans des usines et se trouvent des points communs avec d'autres. Et voilà la communalité. Et ensuite, on trouve des similitudes au niveau régional, puis au niveau national. Et enfin, les travailleurs du monde s'unissent. C'est un processus de changement d'échelle, comme disent les géographes. Et le problème, c'est que si le niveau local ne passe pas à l'étape supérieure, eh bien, il ne se passera rien d'autre. Toutefois, la difficulté peut aussi se retrouver dans le fait de passer justement du niveau local au niveau national ou au niveau international. Souvent, on oublie qu'il y a une responsabilité, une nécessité de rendre des comptes au niveau local. Et lorsqu'on oublie ça, et cela se produit souvent dans les mouvements révolutionnaires, lorsqu'on l'oublie, eh bien, le projet devient creux parce qu'il perd sa base. Et on peut le voir un petit peu avec Syriza en Grèce, par exemple. Là, c'est passé de cette manière. Il y avait une base et Syriza a oublié sa base. Et lorsqu'il y a eu un vote et que la base a dit voilà, on va faire ça, Syriza a dit bah non, on ne peut pas faire ça. Donc, je crois que ce changement d'échelle est extrêmement important, mais il faut toujours s'assurer de tenir compte des racines. Elles doivent être inscrites dans les luttes locales, car toute lutte naît d'une lutte locale. Et voilà, en tout cas, c'est ce que je crois. Mais si la lutte reste au niveau local, bah oui, elle pourra sans doute faire du bien au niveau local. Peut-être qu'on va sauver des arbres. Bien sûr qu'il y a beaucoup de mouvements locaux qui améliorent la situation au niveau local et c'est très bien, mais les grandes questions ne trouveront pas de réponse si on ne va pas plus loin. On va s'arrêter là-dessus parce qu'il faut faire le... Je voudrais juste m'excuser auprès de ceux qui ont posé d'autres questions. Malheureusement, on n'a pas pu les poser. Et encore une fois, remercier les traducteurs vaillants de cette soirée. Merci à tous.